monde a pu se réunir aux archives départementales de la Côte d'Or avec tout le matériel de la police scientifique pour faire les prélèvements. J'ai fait de l'humour, c'était pas du tout de la police scientifique, mais c'était tout le matériel du prélèvement génétique pour toutes les analyses, donc les petits tubes, etc. Et avec les directeurs et les documents, surtout. Nous étions tous là. Tous là. Eh oui, on oublie ou on ne se doute pas que la recherche scientifique est aussi une aventure humaine. Dans ce podcast, vous écouterez Martine Clouzot, professeure en histoire médiévale à l'UB, nous raconter la rencontre de sa discipline avec la génétique et les archives. Un trio qui fait bon ménage et qui laissera des traces. Ces 2 journées aux archives départementales de la Côte d'Or, les 2 et 3 mars, ce fut des journées très particulières, en tout cas assez uniques. Elles sont l'une des premières étapes décisives de ce qu'on a initié il y a à peu près 2-3 ans autour d'une idée d'analyser l'ADN ancien des parchemins du Moyen-Âge, de comprendre sur quel animal on écrivait, par exemple les comptabilités des ducs de Bourgogne ou un achat ou un don de propriété entre le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, à une abbaye cistercienne. On veut en savoir plus sur cette peau parce que par l'intermédiaire de l'animal, on apprend énormément de choses sur l'humain, sur la société d'une époque, d'un lieu. Comment gérait-on des troupeaux de tel ou tel animal pour fabriquer au nom des peaux? Est-ce qu'on abattait un troupeau que pour du parchemin? Bon, au Moyen-Âge, non, on a le sens de l'économie. Voilà toutes les connaissances en fait que des hommes devaient avoir pour aboutir à un type d'objet. Donc des connaissances en économie, de l'agriculture, de l'élevage, des métiers artisanaux. Après, les métiers plutôt de l'écriture. On recherche beaucoup d'informations, mais au lieu de chercher les informations sur ce qui est écrit sur la peau, là on a décidé de chercher les informations à partir de la peau, à savoir de l'ADN, du traitement chimique. Nous, historiens, nous ne sommes pas capables du tout d'avoir accès à ces connaissances. Nous n'avons pas les méthodes, nous n'avons pas les formations. Eh bien, comment ces sciences-là viennent renseigner l'histoire? C'est une autre façon de faire de l'histoire. Donc c'est une façon aussi de renouveler nos méthodes, nos questions, notre discipline. Ce n'est jamais gagné d'avance de réunir alors des collègues que non seulement nous ne connaissons pas du tout, et en plus dans des domaines que nous ne connaissons pas non plus. C'est ce que l'on appelle une interdisciplinarité forte, et avec une vraie prise de risque. On peut déjà tout simplement ne pas s'entendre, ne pas se comprendre, mais ça arrive. Moi, je ne parle pas le vocabulaire de la génétique ni des nanosciences. Inversement, nos collègues n'avaient jamais vu ou quasiment jamais vu de documents du Moyen-Âge. Certains se référaient à des événements importants, par exemple la guerre de 100 ans, mais oui, voilà, l'événement, c'est pas une date dans Wikipédia, c'est ce long document de 3 mètres de long. Il y a beaucoup de respect mutuel. Il n'y a pas une discipline qui va prendre l'ascendant sur une autre. Par exemple, le cliché que les sciences dures pourraient regarder les sciences humaines et sociales de façon un peu méprisante ou condescendante. Enfin, moi, je travaille avec d'autres spécialistes des sciences dites dures et je n'ai jamais connu ça. Au contraire, il y a un très grand respect par rapport à notre domaine, à nos disciplines. Donc, nous travaillons tous à égalité. Il n'y a pas de chef. Moi, je me contente de coordonner. Quand on pratique ce genre d'interdisciplinarité, il faut toujours faire preuve d'humilité et abandonner, dans la recherche en général, ses certitudes, laisser place au doute et puis surtout être très ouvert pour apprendre. Grâce à l'effort de pédagogie des uns et des autres, eh bien, on apprend très très vite. Et moi, par exemple, nous tous, pendant les 2 jours que nous avons passés enfermés aux archives départementales, mais pour notre grande joie, on a énormément appris. Moi, j'ai vu travailler Ludovic Orlando, j'ai vu comment il faisait, le directeur des archives, je l'ai vu faire son métier aussi.
dire oui pour chaque petit coup de scalpel qui allait amputer de quelques millimètres un document historique unique. C'était aussi son métier, donc le métier de la conservation, nous l'avons appris. J'ai écouté Éric Bourriaud par rapport au traitement chimique. Ce qui va nous faire avancer, c'est que d'un côté, Éric Bourriaud et Eric Lesniewska, et avec leur doctorant Nicolas, ont déjà procédé à des analyses chimiques. Ils ont des résultats. Maintenant, on attend que Ludovic Orlando, qui a emporté avec lui 51 tubes de petits morceaux de parchemin découpés, il les a remportés dans son sac à Toulouse pour qu'ils soient analysés, que l'ADN soit séquencé, etc. Dans son laboratoire à Toulouse, il aura des résultats ou pas, parce que c'est de l'ADN ancien, qui peut être très endommagé ou qui ne donne pas grand-chose. Donc il nous a bien prévenu, on s'attend peut-être à avoir 0 résultat. Mais ça fait partie du travail. Mais il peut avoir quelques résultats, un peu plus de résultats ou beaucoup de résultats, beaucoup de données. Quand je dis résultats, c'est plutôt des données. Et ce qu'il aura, en tout cas, on le mettra en comparaison avec ce qu'ont déjà trouvé Eric Lesniewska et Éric Bourriaud. Et puis nous, on pourra avoir, je l'espère, par une mise en contexte, une connaissance de la société bourguignonne ou de Dijon ou des parchemins de cette époque. Avec Corinne Beck, eh bien, nous allons mettre sur la table nos différentes connaissances et voir quelles connaissances communes on va pouvoir mettre en commun, mais aussi un récit de cela pour pouvoir le diffuser. Quand on dit ça ne marche pas, c'est faux. Il faut beaucoup de patience, il faut du temps long et il faut accepter de tout le temps se remettre en question, de remettre nos méthodes en question et de dire bon bah ça n'a pas marché, ce n'est pas un échec, c'est courant dans la recherche. Et bien alors nous allons tenter faire une autre expérimentation. Bon, l'étape intermédiaire peut être de revenir, se retrouver aux archives et de dire on va prendre d'autres types de documents. Parce que ces documents-là, ils sont beaux, mais en fait, ils sont pauvres maintenant en ADN. Ou au contraire, ils ont été tellement consultés qu'ils sont trop riches en ADN, le nôtre. Mais pas du tout. On ne retrouve plus l'animal, on ne trouve que l'humain. Ensuite, si on voit que les analyses comparatives entre l'ADN animal ancien prélevés aux archives et les analyses en chimie et nanosciences produisent des résultats vraiment intéressants, enfin inédits, qui méritent d'être creusés. Là, nous, en tant qu'équipe, le noyau dur que j'ai cité, on va vouloir aller plus loin, c'est-à-dire déposer un projet, enfin répondre à un appel à projet de type Agence nationale de la recherche, donc ANR, au niveau de l'Europe, ou ERC, ou bien s'adjoindre dans un projet européen qui existe déjà, enfin qui est en cours. C'est ce que fait par exemple Ludovic Orlando, ou peut-être avec les sciences, ou peut-être du côté des sciences humaines. Il y a les collègues de Dublin et de York, voilà, donc là par Ludovic, qui ont pu faire des recherches sur les archives royales à Londres. Donc là c'est formidable parce que pour beaucoup, pour certaines en tout cas qu'ils ont étudié, elles sont contemporaines, elles sont de la guerre de 100 ans, donc fin du XIVe et jusqu'à une bonne partie du XVe siècle, contemporaines avec les mêmes personnages historiques, on va dire grosso modo, des événements communs et peut-être des espèces d'animaux communes. Et beaucoup de commerce avec le continent, de laine, d'animaux vivants et d'animaux transformés, dont les peaux et les parchemins. Donc on s'est dit que là, ça peut être bien. Il y a des collègues danois
C'est toujours essentiellement par Ludovic Orlando. Et il a 1 ou 2 collègues en Allemagne. En fait, on aurait envie de dire partout où il y a des moutons. Et je sais, mais là, moi, je n'ai pas du tout travaillé. C'est lui qui nous en a parlé avec une collègue grecque. Il faut toujours plusieurs années tout de même parce que on est quand même du genre un peu obstiné, persévérant. Donc si par exemple cette première expérimentation, hein, ce que vous avez vu aux archives départementales et nous aussi, c'était la première fois, ne produit rien, ben, on recommence. On recommencera et puis on veut aller à Mâcon et puis enfin voilà, et puis encore ailleurs. Donc on recommencera jusqu'à ce que à un moment donné, on trouvera quelque chose. Donc ça prend du temps. Ça coûte de l'argent, mais bon, heureusement que nos collègues de sciences dures sont beaucoup plus riches que nous, parce que moi j'ai juste offert un café à Ludovic Orlando, c'est tout ce que j'ai fait, mais enfin c'est tout ce que nous avons fait. Et la Maison des sciences de l'homme aussi a contribué généreusement à financer ses premières analyses, donc je la remercie, je la cite. Et ensuite, nous mettrons en commun nos résultats et nous publierons ensemble. Nous pouvons organiser aussi un colloque, journée d'études, colloque, et là on s'exprimera de façon collective, on participe à des manifestations grand public. Donc en fait, on trouve toutes sortes de choses pour rester ensemble assez longtemps quand on s'entend bien, quand on s'aime bien. Mais là, je pense que c'est parti pour un petit moment. Mais ça prend du temps, ne serait-ce que la partie scientifique de toute façon. Si vous voulez un ordre d'idée, je ne sais pas, il faut 3 ans, 4 ans, à peu près, peut-être plus. Mais à quoi ça sert de faire de la recherche, de l'histoire? On peut nous donner le sentiment d'être inutile, mais à quoi ça sert? Mais c'est une bonne question. Tout d'abord de se poser des questions un peu enfantines du pourquoi. Voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà. Ensuite, à quoi ça sert? Là, je parle plutôt en historienne par rapport au support de la connaissance, hein, pour parler de façon très très large, hein, incluant le numérique, les réseaux, l'audio, la visio, etc. Par rapport à aujourd'hui, c'est de montrer dans le temps long, comme on dit, dans la longue durée, d'offrir par exemple à la société d'aujourd'hui l'espèce de recul, de mise à distance que nous n'avons pas par ignorance, mais c'est normal, l'ignorance a du bon, elle nous incite à avoir envie de connaître, mais aussi parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société où tout va très très vite et on a l'impression qu'il suffit de tenir un smartphone pour tout savoir. En fait, la recherche fondamentale apporte des informations qu'on ne trouve pas dans le smartphone. C'est inédit. Donc d'apporter du nouveau. Mais ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect aussi, c'est de montrer que nous sommes très différents de l'époque des pharaons, on va dire, qui écrivent sur du papyrus, ou des hommes du XIVe siècle écrivent sur des pots de parchemin, ou ensuite sur les premiers papiers, etc., pour aller arriver jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes très différents. Donc ça, c'est intéressant, la différence. Qu'est-ce qui nous distingue? Mais aussi, nous sommes semblables. Qu'est-ce qu'on apprend autour d'une peau animale de parchemin? C'est que les sociétés humaines ont toujours cherché à communiquer, à laisser des traces, à laisser de la mémoire, à transmettre des choses d'elles-mêmes, que ce soit un pharaon ou un roi de France ou un duc de Bourgogne, de laisser des traces et de mettre en place une ingéniosité incroyable et des organisations sociales, de mobiliser des savoirs et des hommes sur des grands territoires, en fait, à une époque où les moyens de communication existaient beaucoup, mais pas du tout comme ceux d'aujourd'hui. Et donc c'est toute cette inventivité humaine réunie, toute cette énergie, hein, cette intelligence aussi, réunis pour produire cette peau de parchemin qui va servir de support de l'écrit, qui est quelque chose quand même de très prestigieux. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes assez semblables, hein. Tout ce que nous mobilisons en savoir, en innovation, en technologie, ces peaux de parchemin, c'est de la technologie, c'est high-tech à cette époque. Donc aujourd'hui, nous cherchons tout le temps à laisser des traces, à communiquer, à transmettre,
Alors après, on ne parle pas si on transmet du bon contenu ou du mauvais contenu, c'est une autre question. Mais au niveau des supports, soit on tag un mur, soit on va poster quelque chose, on fait pareil, on laisse des traces. Et puis ça, c'est un domaine. Et l'autre domaine, c'est de voir comment les hommes et les animaux ont toujours vécu ensemble. On a toujours organisé nos sociétés humaines et les sociétés animales aussi, elles s'organisent aussi vis-à-vis de nous, par rapport à nous. Donc c'est ce que l'on trouve dans la génétique, l'épigénétique et puis les sciences humaines et sociales.